Bon, on va le faire pendant qu'on est en train de publier les articles. Euh, Hier, j'étais à un entretien d'embauche dans un grand média euh, du service public. Il doit y en avoir que 5 ou 6, donc il faut trouver lequel. Ah non, il n'y en a qu'un seul. Je sais pas. Licencié pour avoir tenté de syndiquer son Starbucks, Emma Chambers ne regrette rien. Les articles de Mid Media, parce que ça c'est lescrise.fr. Donc, je le mets, Mid Media, Mister, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle jamais des noms des gens, mais j'ai discuté un petit peu avec monsieur très sympathique, et il y a beaucoup de succès dans ces nouvelles entreprises, que sont le site Euclid qui apparaît après dans la foulée là, ça tu vires, lui il est devenu fou, attends, on va tous te faire un pain. Undernews il est devenu fou parce qu'il fait de la pub, il vend ses articles, c'était spécialisé dans les trucs de web, sécurité informatique, tout ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est devenu People Informatique. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, au-dessus de l'écrise, quelque part, t'en as un. Il doit pas être loin, Euclid. Bon, attends, ça c'est tout ce que j'ai à faire encore après, c'est loin. Euclid, c'est super. Non, non, très bon travail. Bah, c'est vrai que j'en ai aucune nouvelle, j'en ai que très rarement des nouvelles parce que c'est payant. Donc, quand c'est payant, c'est interdit au public. Donc, c'est une propriété privée, défense d'entrée. Donc je sais pas, les gens qui payent ont l'honneur de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir, et donc ils se sentent peut-être plus intelligents, je sais pas comment ça marche. Mais bon, il faut bien vivre, hein, et peut-être que lui aussi il vit, hein, alors que moi non. Donc voilà, donc j'ai oublié de faire des webcams. Mais c'est la portée de n'importe qui de prendre une caméra, de faire un beau plan super sucré avec un éclairage parfaitement équilibré sur des étagères, avec des meubles sans poussière et une horloge qui tourne, une belle horloge qui fait clic clac clic clac. Et là tu fais waouh et tu mets la musique fondu enchaîné. Attention, voici le générique. Et oui, bien sûr, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission où nous avons rencontré. Et là, le mec, il rencontre des gens. Putain, mais c'est trop bien, quoi. Non, mais quand même, rencontrer Seymour Hersh, ça, franchement, j'ai pas encore vu l'interview du coup, mais j'ai vu qu'il l'a rencontré et je me suis dit, mais là, mais quelle chance, comment il a fait que moi, j'envoie un mail à ce mec, il me répond même pas. Je suis pas assez crédible, je suis pas assez puissant, je suis pas assez intéressant, je suis ridicule. Donc voilà. Mais bon, mid-média parce que donc on est dans le qui aimerait bien être un main média, peut-être un jour, en embauchant du monde, en développant un truc, ou je sais pas. Un jour je fasse une interview. Oh, bonne idée là. On va faire des interviews des médias. Et mid-média parce qu'il y a quand même une certaine distance et un certain retard par rapport à ce qui fait l'intérêt central de l'alt média. Euh, et donc, Starbucks, licencié, machin, ne regrette rien. Il n'y a aucune information, aucun intérêt stratégique, euh, aucune utilité pour qui que ce soit. Enfin, en fait, le public ici visé, ce sont des gens qui voudraient, qui travaillent et qui voudraient essayer de changer un peu les choses de l'intérieur en s'imaginant qu'ils ont une chance et en ignorant totalement tout ce qu'il y a au-dessus. Et que en fait, leur servage, euh, il a commencé dès qu'ils ont signé, quoi. Ah, c'est un servage à un système global. Alors bon, il y a des gens qui sont positifs, qui essaient de faire avancer les choses. Et ils ont raison de faire avancer les choses, d'essayer. C'est l'intention qui compte, c'est l'énergie qu'on met dans les choses qui compte. Et c'est pour ça que je n'ai pas de révulsion complète contre des articles de type people, people politique, et que je vais classifier dans le réseau social parce que ce sont des relations entre les gens dans la société dont il est question. Alors on va le mettre là.
Chômage, société, pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose, hein. Emploi, voilà. Elle s'est battue, elle a fait une déclaration, logement, thérapie, rien. En tout cas, au niveau du vocabulaire, j'ai pas grand chose. Ah si, il faut quand même, comme je lui mette que c'est un entretien, ça il faut le faire à la main. Parce qu'à chaque fois, c'est relou. Et aussi, il y a un truc qui est relou chez l'écrise.fr, c'est qu'il y a toujours deux fois l'image. C'est sur son site, il s'en rend pas compte, hein, mais sur son site, il y a toujours une deuxième fois l'image à la fin. Elle est cachée, mais moi je la vois du coup. Et voilà, et je lui mets 2 points, c'est une analyse. Là, l'Iroquois, on le fera à la fin, parce qu'on a déjà publié une grande somme d'articles en français. On fera une première salve euh, de publication en français, on fera une deuxième salve en anglais. Alors, euh, oh, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Hier, j'ai eu un entretien d'embauche dans un média français. Et la question, c'est les main médias, donc, euh, comment dire, une phrase qui commence par les main médias. Mon entretien d'embauche spécifiait que oui, c'est vrai, totalement, je serais très fier de travailler dans un main média. Est-ce une trahison? Est-ce de l'hypocrisie? C'est une très bonne question. Une très bonne question qui mérite d'être posée. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Alors, est-ce que t'es bête? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? T'as besoin de fric, c'est ça? Oui, on a besoin de travailler, il faut travailler. Et je suis prêt à travailler. Et quitte à travailler, je suis allé voir beaucoup d'entreprises dans beaucoup de domaines. Je me moque totalement de leur domaine professionnel. Il peut y avoir de tout. Et il y en a eu qui étaient proches de la presse, il y en a eu qui étaient en rapport avec des agences de presse, il y en a eu qui ont été quand même. Après, c'est tout, c'est de l'immobilier, de toutes les sortes de commerces en ligne, etc. Donc, de toute façon, je suis indifférent au système, enfin à l'entreprise à laquelle je travaille. Moi, je suis un technicien, je fais la technique, je passe le balai informatique. Je suis pas là pour discuter des stratégies de l'entreprise. Comme je l'ai dit une fois, enfin, des fois je le dis, les stratégies d'entreprise, c'est décidé par des mecs qui ont fait des études pour ça. J'aurais peut-être des conseils à donner, mais bon, c'est pas mon, c'est pas mon travail, c'est pas mon problème. Non, d'abord, j'ai envie de commencer par c'est pas mon problème, mais ça, c'est pas sûr. C'est pas mon travail, ça, c'est sûr. Et c'est peut-être mon problème si jamais l'occasion se présente, etc. Qu'est-ce que t'es long, Dave? Putain, tout ça pour dire un truc. Un truc simple. Oui, c'est important de travailler en général. Avoir un job, un métier, super. Dans un même média, tant qu'à faire, c'est encore mieux. L'avantage, c'est que je suis un double profil, profil informatique, tac, clac, clac, développeur, clac. Il me manque encore quelques briques de technos que je n'ai pas acquises parce que ce sont des technos de mierda et qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais le temps fera son affaire sur cette question. On n'est pas obligé de me croire. Et d'autre part, la deuxième casquette, c'est celle de personne qui s'y connaît dans les médias. De la même manière que à l'époque où je m'y connaissais dans la médecine, j'étais plus embauché dans les entreprises en rapport avec la médecine. Et, après, et l'une après l'autre, hein, une première, deuxième, troisième, quatrième, toutes les entreprises dans le domaine de la médecine se disent ah ben voilà, un informaticien qui connaît notre vocabulaire. Là, c'est pareil pour les médias. Ce qui est important, c'est de connaître les intentions, l'esprit, comment ça s'appelle? Pas la linguistique, mais j'ai oublié le mot. Ah. Terminologie. Voilà. Du métier. Il y a double terminologie. Il y a celle de l'informatique et celle du journalisme. Alors oui, je te fais mon CV, hein, je te fais la récitation. J'ai été journaliste, j'ai été directeur de publication. J'ai créé un magazine que j'ai distribué en kiosque avec mes propres deniers.
Euh, on faisait des interviews, on faisait de la mise en page, on faisait toute l'architecture, la structure. Enfin bon, c'est des mots un peu globaux, ça, un peu pompeux. Mais on avait surtout un succès d'estime. Et par contre, on n'a pas eu de succès commercial. Mais en tout cas, les personnes qu'on a interviewées dans le monde de la musique, à chaque fois, elles nous disaient: mais c'est génial les interviews que tu fais, j'ai l'impression de m'entendre. Ça, c'était bien. Ça, c'était sympa quand même d'avoir ce compliment. Après, on arrivait partout, dans tous les concerts. On était jeunes, on était fous. On pouvait aller où on voulait. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais aller où je voulais. Et où je voulais, hein. Je faisais toc toc. Et le mec, il faisait: hey, Dave, ça va? Vas-y, rentre, tu fais pas chier. C'était cool. J'avais ma carte de presse. Et donc, je pouvais rentrer gratos partout de toute façon. Mais je la montrais pas. Je pouvais aller au musée, mais ça m'intéressait pas. Je pouvais aller au cinéma, mais ça m'intéressait pas. Et le truc de l'actualité aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que qu'est-ce qui se passe? Les médias sont au centre d'attention des médias. C'est très intéressant parce que les médias qui s'intéressent à eux-mêmes, c'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Euh, c'est même une de leurs principales occupations, de se regarder dans le miroir. On va essayer de ne pas être trop critique. Non, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'il n'y en a pas besoin d'être trop critique. On n'a que besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui se passe, c'est que quand on est un média, quel qu'on soit, quel qu'il soit, alt média, mid média, main média, pour peu qu'on puisse les classifier tous dans ces trois catégories, évidemment, il y en aura autant que tu voudras des catégories. Pardon, quand on est un média, on est très fier de ce qu'on fait, toujours. Même si tu es un journal spécialisé dans la glace au chocolat, tu seras fier de ton travail et tu auras même des abonnés et des fans qui seront fiers et contents d'avoir un média qui parle enfin des choses à dire à propos de la glace au chocolat. De toute façon, cette fierté, elle vient du fait que dans la société capitaliste, fondée sur la recherche du profit immédiat à court terme au détriment de tout ce qui peut s'y opposer, dans cette société, il est vraiment extrêmement rare et difficile de faire un travail qu'on puisse juger profitable pour le plus grand nombre, utile pour les autres, pour la société, pour le monde. Un travail qui donne du sens. C'est ce que tout le monde prétend vendre quand ils cherchent des candidats et des employés et qu'ils ont du mal à en trouver. Ils sont obligés de mettre une décoration pour dire oui, ça donne du sens à ta vie. Mais bien sûr, travailler pour une assurance, une banque. Vous rigolez. Et non, la question d'avoir de servir à quelque chose, d'être utile, d'avoir un effet positif sur le monde, d'apporter sa pierre à l'édifice de la construction de la société, de l'humanité. Voilà, ça c'est bien. Et de toute façon, après, il peut y avoir des jugements positifs et négatifs sur ce qu'on fait ou pas. Mais de toute façon, quand on fait quelque chose, même si des fois on se trompe, on fait quand même avancer les choses. Et on est toujours sur un terrain de jeu dans lequel il y a des discussions, des confrontations et des réflexions, des oppositions, des contradictions. Et tout ça, c'est une émulation qui fait avancer les choses, de toute manière. Donc, on ne peut pas juger qu'on fait avancer les choses positivement, franchement, mais on peut quand même avoir au fond une certaine certitude qu'on est dans l'arène du temps présent, de l'époque contemporaine, et qu'on essaye et qu'on contribue à cette société pour que ça se débloque, que ça avance, etc., que les problèmes se résolvent, que les choses se disent, que les plaies se soignent, et ainsi de suite. C'est donc ça, de toute façon, pour tous les médias, bons ou mauvais, l'intérêt c'est d'être là, voilà.
c'est très important quand on fait ça, média. Ce qu'il y a, c'est que, alors, dans mon entretien, j'ai pas, c'était un entretien, c'est une certaine forme de réciprocité, mais non, en fait, c'est pas souvent le cas, parce que le but, c'est que l'entretien est dirigé par un objectif, l'objectif étant la candidature à un emploi. Et j'ai pas pensé, donc, j'ai pas eu la présence d'esprit de retourner l'entretien en quelque chose où moi je pourrais poser des questions sur leur métier. Parce que du coup, j'en aurais des questions. Ce qu'il y a, c'est que les gens sont très fiers de leur travail et évidemment, quand c'est un média de classe publique, du service public, c'est donc énormément de trafic, énormément de visiteurs, voilà. Et aussi à un moment donné, le gars m'explique que ils sont devenus un peu experts en détection de fake news. Et alors là, intérieurement, j'ai ri. Euh, et comment être utile positivement autrement qu'en se rapprochant de ces personnes dans le but de comprendre leur cheminement, leur vision du monde, leur posture, etc., leurs intentions. Elles sont positives, les intentions. De toute façon, souvent, les gens ont toujours des intentions positives. Il ne faut pas croire que... Enfin, si, on peut croire un peu quand même que les journalistes soient mal intentionnés volontairement, c'est possible. Mais même s'ils disent de la merde totalement, euh, ils partent d'une bonne intention. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ce, ce gap, cette dissonance, cette, comment ça s'appelle en logique? Cette disruption logique, en fait, c'est une disruption logique. Euh, Entre le fait d'être content de ce qu'on fait, d'être bien intentionné, d'être sûr d'être dans le bon camp et de dire totalement de la merde. Ceci est très amplement étudié à l'échelle mondiale hein, par les plus grands philosophes de notre époque et les penseurs. Il y a plus de penseurs vivants aujourd'hui qu'il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité cumulée. Ils sont là, ils sont vivants. Nous, on les publie, on les connaît, on discute avec, on essaye de faire monter le niveau, de faire monter la sauce, on fait des conférences, on les fait parler. Ils sont là, ils donnent leur avis, et tout le monde, vraiment, la plupart des gens dans le monde, sait très bien que l'énorme problème de cette époque, c'est le déclin de l'Occident, déclin psychologique, éthique, technique, moral, éthique, oui j'ai déjà dit. Morale, c'est aussi un autre domaine plus vaste encore. Et dans le subconscient et le fonctionnement en fait de la psychologie occidentale, il y a un énorme problème, vraiment. On parle de suicide de l'Occident à tout va, et on se demande mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Et ces politiciens eux-mêmes, j'imagine qu'ils ne sont pas non plus très différents de ces gens des médias. Ils ont aussi l'impression d'être bien intentionnés, ils font le travail comme il doit être fait, ils ont appris des techniques, ils connaissent l'histoire, et ainsi de suite, ils sont cultivés, c'est pas non plus des Mongoliens. Et pourtant, les actes sont vraiment effarants, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et qui n'a pas fait ses études, etc. Et c'est pour ça aussi que nous, on fait ce travail de Alt Media, c'est d'instruire la population et les gens, le grand public, des connaissances techniques et des inquiétudes, des questionnements qui sont ceux des gouvernements. Le but étant de faire progresser les gens et qu'ils puissent comprendre et critiquer les choix politiques. On a vraiment cet objectif, clairement. Et au bout de 20 ans, ça a fini par marcher quand même un peu. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, grâce à l'affaire du Covid, on a obtenu un point de bascule à propos des certitudes ou des incertitudes qu'on pourrait avoir sur la capacité effective
des grands médias à discerner le vrai du faux, l'utile du nuisible, etc. Et c'est maintenant que nous, on a toujours fait de la critique des médias, on a toujours eu des articles, il y a toujours énormément d'analyses sur la critique des médias depuis toujours. Mais en ce moment, la critique des médias devient médiatique. Et donc la question se retombe comme un soufflet qui se dégonfle, on va dire, comme une implosion. La question retombe sur les médias eux-mêmes. Donc l'autocritique, ils arrivent au stade de l'autocritique. Et elle est vitale parce qu'il faut survivre. On leur a coupé les fonds en plus, ils n'ont plus de comment ça s'appelle, de redevance télé. Donc maintenant, il va falloir être sérieux. En plus, de dire ça, c'est très néolibéral, libéral, c'est la privatisation à outrance. C'est pas bon signe du tout pour les médias parce qu'ils vont devoir chercher des sponsors. Donc ça va être pire. Et quand même, la question de l'autocritique se pose, et surtout, elle se voit de plus en plus. Elle se pose au niveau du public, en fait. C'est le public qui commence à se rendre compte de ça. Et je disais donc, l'affaire Covid constitue un point de basculement, parce que désormais, virgule, enfin, espace-temps, on a la preuve, définitivement, qui se sont plantés. Et on peut arriver en riant, en disant mais attends, mais avec vos fake news que vous savez détecter si bien, et vous vantez, je veux pas avoir un âme méchant ou comment dire, négatif d'une certaine manière, mais il y a peut-être de quoi se vanter de pouvoir donner des notes à des médias ou à des gens en disant ça il faut pas, ça tu peux y aller, etc. Le but étant d'aider les gens à discerner ce qui est faux et ce qui est vrai, parce que le grand public qui n'y connaît rien, ce qui est encore très loin éloigné de ça, et qui débarque, et qui débute, comme le sont principalement les jeunes en fait, quand ils commencent à se mettre à ces questions, ils ont besoin de faire des tris entre tout ce qui existe, et donc pour se faciliter, comme ils ont un esprit retréci, quand on est jeune on est retréci de la tête, alors là c'est sûr. Et comme ils ont besoin de limiter ce qui rentre dans leur crâne, ils ont besoin de faire des filtres sévères, et on leur propose dès la naissance de virer avec sévérité une énorme quantité d'informations pour ne laisser rentrer que ce que la société veut que rentre dans leur crâne. Telle que la société existe aujourd'hui. Tout ça, ils le vivent, ils le subissent, et ils s'en rendront compte, et ils pourront l'analyser, et pourront le critiquer, etc. Ça fera partie de leur histoire. Mais quoi qu'il arrive, il s'agit toujours d'une activité qui concerne les personnes qui sont débutants et ignorants absolument. Heureusement, ce n'est pas notre cas. Et ce n'est pas le cas d'une grande partie des gens. Matures, conscients, consciencieux, intéressés, ou en tout cas inquiets et concernés par ce qui se passe dans le monde. Donc, du coup, les médias publics et mainstream ont principalement comme cible les débutants. Et c'est une grande partie de la masse. C'est donc un plus large public. Et en même nous aussi on essaie un peu des fois, on essaie un peu des fois d'intéresser des jeunes, des étudiants, etc. On a des articles qui disent des choses que tout le monde sait déjà depuis longtemps et que c'est pas la peine de répéter. Mais comme eux ils viennent de naître et qu'ils viennent d'arriver, ils vont pas aller chercher dans les archives d'il y a 15 ans. Donc il y a toujours des auteurs qui parlent de ça à ce niveau-là, et on diffuse ça aussi parce que ça peut être, c'est le but, le but c'est de faire savoir, et donc et puis ça réactualise les informations, on a toujours une nouvelle manière de faire, voilà. Il peut y avoir une bonne quantité d'informations et d'articles qui sont ciblés pour des personnes moins spécialistes.
Mais donc, je disais donc, et on va finir avec ça, juste parce que je voulais dire ça, quoi. L'affaire Covid, elle permet maintenant d'arriver en disant, vous voyez maintenant avec vos fake news, qui c'est le con dans l'histoire? Parce que vous vous êtes fait injecter euh, un, une thérapie génique, une thérapie génique qui modifie votre ADN, qui est une expérimentation à l'échelle humaine et à l'échelle mondiale, qui a été faite dans le double but d'expérimenter pour savoir si ça marche et de gagner énormément d'argent, donc dans un but purement commercial. On a appelé ça un vaccin. Vous avez cru que c'était un vaccin parce que quelqu'un a dit que c'était un vaccin, que tout le monde prononçait le mot vaccin et que le débat était concentré sur le fait que il y en a qui n'aiment pas les vaccins. Alors il faut chasser les anti-vax. Donc chasser les anti-vax, ça permet de nier que la chose n'est pas un vaccin. Parce que voilà où on va en venir au final dans l'histoire, c'est que les médias mainstream sont quand même caractérisés, et en fait les politiciens, dans leur discours, la caractéristique principale qui est la leur, c'est non pas de dire la vérité, mais de dire ce qu'ils voudraient voir être la vérité. Et quand on dit ceci est un vaccin, ça veut dire que j'aimerais bien que ce soit un vaccin. Comme ça, mon discours serait super stable et sérieux. Si effectivement ceci était un vaccin, j'aurais raison et je pourrais même frapper ceux qui ne sont pas d'accord. Tout le discours médiatique et politique, toujours, la grille de lecture principale qu'il faut avoir, c'est que ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils aimeraient bien voir être, et non pas ce qui est. Quand on dit que le problème est ontologique, c'est aussi avec cette explication et cette variante dans la notion de ontologie, alors je parle de variante parce que c'est un cas de figure de la vérité. La vérité, il y a plein de sortes de vérités. Et donc la vérité qui est hypothétique, ou en tout cas probabilistique, donc une vérité probabilistique, est considérée confusément comme une vérité statique, réelle, prouvée. Et ça, c'est dans le subconscient et dans la construction de la pensée que le problème existe. Et c'est même pas que occidental, parce que le monde entier, il est occidentalisé d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est vraiment une question d'époque et de civilisation et de niveau évolutif à l'échelle générale. C'est une question de compréhension de l'ontologie. La question centrale de tout, c'est l'ontologie. Et donc, le fait de confondre ce qui peut être avec ce qui est, ça, putain, c'est grave. Mais là, mon gars, et si à la base, ce problème était résolu, on verrait très clairement, très distinctement, la différence entre le mensonge et la réalité. Parce que est un mensonge ce qui prétend être une vérité, alors que ce n'est qu'une hypothèse. Et en fait, c'est pas qu'une hypothèse, c'est un désir intense. Et c'est en fait prendre ces désirs pour des réalités. Des vieilles expressions qui existent depuis toujours, mais elles sont là pour parler d'ontologie, le phénomène le plus expressément important et vital et crucial de notre époque. Il y a différentes donc sortes de catégories de vérité. Il y a donc ce qui est hypothétique, en plus de ce qui est prouvé, prouvable, vérifié, vérifiable, etc. Et même celles-là, elles sont encore confondues avec une troisième sorte de vérité, qui est la construction psychologique. Donc encore une fois, il y a encore une autre sorte de confusion possible entre les hypothèses et les constructions psychologiques. C'est-à-dire que les deux peuvent être vraiment condensés en un seul point. On considère comme une hypothèse ce qui est en fait une construction psychologique. Une construction psychologique n'est pas une vérité. Une vérité est un truc qu'on tient, qu'on frappe, qu'on touche. Ceci est un objet existant.
euh, un anti-vax n'est pas un objet existant. C'est une construction psychologique qui en plus est reliée avec euh, des connexions, des relations de cause à effet qui sont fabriquées dans le cerveau, des déclenchements de réactions conditionnées, etc. Le même mot n'a pas les mêmes réactions selon les gens et les époques, évidemment. Donc c'est totalement une vérité psychologique. Et en plus, on a la vérité hypothétique, le fait que ceci est un vaccin ou ceci n'est pas un vaccin. On verra bien dans le futur si ceci a l'effet d'un vaccin. Et on parie sur le fait que dans le futur, ceci aura l'effet d'un vaccin. Donc par anticipation, on appelle ceci un vaccin. Donc par association, on émet l'hypothèse on confond l'hypothèse et la réalité, et donc on dit que ceci est un vaccin. Voilà, par anticipation, c'est l'effet Coët en fait. L'effet Coët, c'est on peut le dire avec un T, Coët, je sais pas. C'est une stratégie de guerre hybride qui consiste à dire en avance ce qu'on aimerait voir être, exactement textuellement la même chose, en situation de guerre. Donc on dit on a gagné, l'ennemi est battu, vous pouvez faire la fête. Alors les gens sont ouais, on a gagné. C'est pas vrai du tout en fait, hein. Mais le fait de le croire peut faire changer la phase de la guerre. En tout cas, ça s'est produit dans l'histoire de la guerre. Donc ça a été bien mémorisé et ça reste comme une stratégie, une option possible, toujours envisagée. Et la guerre hybride donc consiste principalement à jouer sur l'information pour pouvoir remporter des guerres qui ne sont pas encore effectivement à remporter. Mais en faisant croire que ça l'est, de toute façon, ça le sera d'office, il n'y a pas de problème. Voilà. C'était pour dire ça. Donc, la grande question de l'époque, évidemment, c'est l'ontologie, ça tout le monde le sait. Enfin, personne ne le sait. Mais c'est un travail énorme à faire. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je travaille beaucoup là-dessus depuis très longtemps. Et le principal truc, c'est que tout d'un coup, dans le domaine du concret, du réel, du possible, du prouvable, et vraiment du domaine de la vérité claire et nette, la vérité simple, celle qui ne relève pas de la psychologie ou qui ne relève pas des statistiques, mais vraiment qui révèle de l'existant, donc le plus froidement possible, existant matérialiste, voilà, le plus matérialiste, hein, le truc absolument prouvé, c'est qu'ils se sont plantés sur l'affaire Covid et qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas la bonne information, ils ont fait les mauvais choix. Et donc, ils se retrouvent avec une thérapie génique injectée par la force de la persuasion. Leur santé est en péril, leur psychologie est en danger, leur cerveau se désagrège, il va se ramollir. Non, on va pas exagérer, mais ils ont quand même perdu quelques années de vie dans l'affaire. Ça, c'est certain, absolument. Les systèmes immunitaires ont répondu comme ils ont pu, et en général, ça a donné lieu à des maladies aussi diverses que variées, parce que ça dépend de chacun, hein. C'est comme une toupie, elle va tomber d'un côté ou de l'autre, mais tu ne sais pas encore au début de quel côté elle va tomber. Le système immunitaire et le système endocrinien procèdent d'un équilibre dynamique. Donc, c'est pas un équilibre statique, c'est pas un truc qu'on pose et qu'on met en équilibre. C'est quelque chose qui est en équilibre grâce à l'ensemble des mouvements et des relations entre les organes à toutes les échelles. Voilà. Tout ce qui est de la bio... comment ça s'appelle? Biogénétique, en fait. Et cet équilibre dynamique, quand il est rompu, c'est le bordel à remettre en place. Et ça donne lieu à toute une panoplie d'effets secondaires de toutes sortes. On ne comprend même pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Ben oui, mais t'as donné un coup de pied dans la toupie. Tu crois qu'il va se passer quoi? Et donc voilà, avoir une bonne information, une information véridique et correcte et concrète, est une chose qui se prouve. Et pour le prouver, il suffit d'attendre, de voir les effets dans la réalité et les conséquences. Et les conséquences, aujourd'hui, on les a. Et maintenant, ça va être très difficile pour les médias
de prétendre avoir une quelconque prééminence ou avancée intellectuelle ou quoi que ce soit, après avoir promu un produit à but lucratif nocif pour la santé. Franchement, ah, bonne chance pour la suite.